Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer. Bienvenue dans une autre petite capsule JavaScript. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux structures de décision. Alors on va y aller immédiatement si vous permettez. Alors on a donc ici un petit projet. Voici comment je débute mon projet en question. Alors ici, je déclare ici une variable qui s'appelle intNB qui est égale à document getElementById de txt nb.value-0. Alors, c'est comme ça que je vais aller chercher un petit nombre ici. Ce nombre-là ici provient évidemment ici d'un input que j'ai fait, donc de type texte, classe, je n'ai rien mis. ID est égal à txt nb et j'ai déjà plugué une valeur donc pour commencer. Vous remarquerez ici que j'utilise un petit div, donc ID est égal à divres. Et c'est le résultat en fait de ce que je vais donner ici. Donc, document getElementById de divres inner.html est égal à intNB. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus grand ici. Assurez-vous que c'est fonctionnel. Donc, théoriquement ici, là, avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que tout ça ici, lorsque vous allez cliquer par exemple sur donc, le bouton ici, je devrais avoir un 5 qui va apparaître ici. Donc, je fais simplement ici plugger dans mon div ce que j'ai fait préalablement ici avec une valeur de 5. Bon, première structure de décision qu'on va voir, c'est le if. C'est la première chose qu'on montre généralement quand on fait un peu de programmation. Alors, voici comment ça fonctionne. Le if fonctionne comme ceci. Oups, ça commence bien mal. If, et on fait ceci, et on fait ceci. Donc, ça, c'est la structure de base. If, quelque chose qui va se passer ici, alors, fais quelque chose. Alright? On va commencer avec quelque chose qui est très, très simple au départ. Alors, si vous permettez ici, je vais simplement mettre ici if int nb est égal à 5. Alors ici, je vais avoir quelque chose et je vais plugger ici quelque chose à l'intérieur. Donc ici, je vais une petite alerte. Donc ici, tout simplement, alerte. Bon, c'est correct. Donc en guillemets ici, c'est correct. Alors, if intNB, vous remarquerez ici le égal, hyper important. Beaucoup d'erreurs de if sont faites dans JavaScript à cause de ça. On met if égal ici. Alors, si on fait ça, on ne fait pas une structure comparative, un opérateur de comparaison dans ce cas-ci. On fait simplement une affectation directe. Donc, à ce moment-ci, intNB est égal à 5. Alors, donc, ça peut causer des gros problèmes au niveau de vos structures algorithmiques. Alors, donc, ici, je mets égal. Voyons voir si ça fonctionne. Donc, je m'en vais ici sur F10. Je pèse ici. Donc, c'est correct. C'est ce qu'on voulait. Et on est bien heureux avec ça. Bon, maintenant, voyons voir comment il est possible maintenant de faire quelque chose d'un peu plus joli. Alors ici, évidemment, on va changer ça ici pour autre chose. Vous remarquerez ici, avant d'aller plus loin, peut-être juste parler très rapidement ici des différentes façons dont on peut évidemment utiliser les opérateurs de comparaison. Donc, égal, bien entendu, ce que ça signifie, c'est vraiment si c'est égal à la donnée en question. Il y a égal. Alors, ceci signifie quelque chose, c'est que on fait une comparaison non seulement dans la valeur, mais dans le type. Alors, donc, vous allez voir tantôt, ça peut causer des petites confusions, puis on va le voir dans quelques secondes. Donc, quelque part, ce n'est pas une méchante idée de voir ça en tête, on va l'utiliser tantôt. Vous avez ici différent de. OK, différent de. Donc, si, exemple, intNB est différent de 5. Je peux aussi faire ceci, différent de. Donc, non seulement en valeur, mais en type. Encore une fois, on verra ça un peu tantôt. Alors, on peut évidemment faire plus grand ou égal, bien entendu, plus petit ou égal. Alors, ce sont les principaux. Il y en a une couple d'autres, mais essentiellement, c'est ceux qu'on va voir dans le cadre de notre cours. Alors ici, je vais les placer là pour le moment. Alors, évidemment, ici, juste montrer ici qu'est-ce qui est possible de faire. Je vais aller chercher une nouvelle valeur ici, une nouvelle variable. Alors ici, je vais mettre string NB. Donc ici, du texte, string NB, et j'enlève le truc à la fin ici. OK, on voit ici, puis j'ai besoin d'une autre variable ici qu'on va beaucoup utiliser. Donc, var ici, message,
est égal à rien, rien pour le moment. On met ça vite. OK? Alors, on va l'utiliser dans un contexte de message dans quelques instants. Donc, if int nb ici, voici ce qu'on va faire. Message ici est égal à c'est correct. Donc, assurez-vous que ça, c'est fonctionnel et remplacez évidemment le int nb ici par message. On n'a rien changé dans le game, on veut juste se donner une structure dans laquelle on va travailler. Alors, donc ici, je m'en vais comme ceci. Et on voit qu'effectivement, c'est correct, c'est ce que je voulais, je suis bien heureux avec ça. Alors, voyons voir maintenant qu'est-ce qui est possible de faire. Regardez bien. Donc, on comprend qu'ici, int nb, on veut retourner donc une valeur, un nombre, okay, un type donc une valeur de type nombre. Et ici, ça va être un type texte. Regardez bien le truc qui est intéressant ici. Donc, str ici, nb. Donc, si int nb est égal à strnb, c'est correct. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Je m'en vais ici, je m'en vais ici, et le système me dit que c'est correct. C'est pas nécessairement correct, parce que si vous regardez bien, puis si vous avez bien compris ce qui se passe ici, c'est pas correct. Vous avez ici un type intNB qui est supposé être un nombre, puis ici strnb qui est un string. Alors, on est tous dans les notions de transtypage, puis en fait, de tous les problèmes qui peuvent être générés par rapport à JavaScript. Si vous voulez faire une comparaison stricte de valeur et de type, c'est là que ça va être important de mettre égal, égal, égal. Alors, voici ce qui va se passer. Je m'en vais ici. Alors, si je clique ici, ah ben là, ça serait peut-être une bonne idée de rien. Ah, je vais y revenir. OK, donc je clique ici, le système me dit rien du tout, puis c'est parfait, parce que c'est pas correct. Et là, par contre, si je voulais spécifier à mon système comme quoi que c'est pas correct, OK, ben là, on a justement une notion qui s'appelle ici du else. OK, donc tout de suite après la fermeture de l'accolade, OK, alors je m'en vais ici, puis là, je vais mettre ici message, c'est pas correct. Donc, c'est pas correct. Désolé, la faute de français, c'est pas important pour le moment. Ce n'est pas correct. Alors, c'est pas correct. On s'en va ici. Voyons voir ce qui se passe ici. Je m'en vais là. C'est pas correct. Très important de comprendre cependant, OK, que idéalement, toujours mettre le else à côté. Dans certaines circonstances, vous n'aurez pas de problème parce que le système if peut essayer de comprendre un petit peu plus loin ici s'il y a un else. Mais si vous avez intercalé quelque chose à l'intérieur entre le if et le else, c'est là que ça va mal aller. Alors, si vous remarquez ici, je m'en vais comme ça, je m'en vais ici, et le système, oups, c'est pas ça que je voulais, je m'en vais ici, et il va me dire, c'est pas correct, c'est parfait, ça me convient. Mais si je mets par exemple x égale à 2, pour n'importe quelle raison, et là je m'en vais ici, le système va me dire comme quoi que ça ne marche pas, parce que j'ai intercalé quelque chose. Donc, c'est une bonne habitude de toujours coller le else sur le if pour s'assurer évidemment que ça va bien. Donc, la structure d'if, on vient d'apprendre deux, trois petites choses en même temps. Le if, toujours ici un comparatif, donc une instruction de comparaison. Puis ici, vous avez donc ici, dans le cas où est-ce que c'est vrai, et le else, dans le cas où est-ce que c'est faux. Comprendre que vous n'avez pas la nécessité de mettre un else tout le temps, ça dépend des concepts, ça dépend de ce que vous allez faire comme structure de décision, structure algorithmique. Bon, maintenant, deux, trois petites affaires qui sont peut-être intéressantes pendant qu'on y est, on va se parler un petit peu de ça. Il y a à l'intérieur de JavaScript des possibilités de faire des structures pour vérifier si l'élément a été défini ou non défini, ou il est vide, ou il est nul. Tout ça, c'est différent, d'accord? On va commencer par le premier. Quand on parle de quelque chose qui est non défini, alors regardez, je vais vous donner un exemple, c'est encore plus simple ici. On va mettre ça comme ceci. On va faire le contraire. Pas correct ici. Puis ici, on va mettre c'est correct. Vous allez comprendre pourquoi que je fais ça. Alors, allons-y. Alors, je m'en vais ici. Puis je vais mettre ici, pour le moment. Oups. Je vais mettre ici mon strnb comme étant non actif. Mais je vais quand même le définir. Je vais faire ici var strnb. Mais je ne mets rien dedans. OK? Donc, quelque part, ce que j'essaie de mentionner là-dedans, c'est que présentement, strnb a été déclaré, mais il n'a pas été défini dans sa valeur. Regardez bien ce qui est possible de faire. Je peux arriver ici, je vais mettre
Si strnb, il ne faut pas oublier, strnb est undefined, OK? C'est pas correct. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème dans la variable en question. Voyons voir si ça fonctionne. Je m'en vais ici. C'est pas correct parce qu'effectivement, c'est non défini. Maintenant, quelle différence peut-on faire entre la valeur nulle dans JavaScript qu'on peut utiliser et undefined? Une différence assez importante entre les deux. Même si quelquefois on peut les retrouver dans des situations qui sont quand même relativement similaires. Premièrement, undefined fait appel à une propriété qui est associée à une valeur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est définie ou non. C'est-à-dire je peux déclarer ici la valeur sans nécessairement l'avoir définie. Et c'est la raison pour laquelle ici, il l'affecté. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, si je fais quelque chose comme ceci, je déclare ma valeur, mais je ne lui ai donné aucune information, aucune affectation, donc il va me dire comme quoi que c'est non défini. C'est correct, ça fait un job. Maintenant, regardez bien ce qui est possible de faire ici. Je pourrais faire la chose suivante. Si NB est égal à nul, juste nul. Alors, voyons voir ici, puis vous avez remarqué que j'ai enlevé la triple égalité, j'en ai mis juste une double. Quelle est la différence ici? Le système va me dire, c'est non défini. En fait, non défini, on peut changer comme ici, comme quoi que c'est, donc, la variable, elle est présentement nulle. Donc, ici, je le fais comme ça. C'est nul, c'est correct. Mais alors, si je fais la chose suivante, triple égalité sur nul, est-ce que je vais avoir le même résultat? Voyons voir, je m'en vais ici, et j'ai rien. Comme si, effectivement, la triple égalité laissait sous-entendre que la variable n'est pas nulle. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la triple égalité, c'est que c'est une question de valeur et de type. Et dans ce cas-ci, pour que la triple égalité soit correcte, il faut que ce soit le même type de valeur, okay, et en même temps que ce soit la même valeur. Alors donc, ici, strnb, il est nul, mais il n'est pas du même type d'objet que nul, sauf si je le mets en haut ici. Si je mets ici var in strnb est égal à nul, là, c'est pas pareil. Là, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire premièrement que c'est nul. Donc, si on regarde ici, ça va fonctionner. Donc, je m'en vais ici. C'est nul. Pourquoi? Parce que je suis du même type. C'est un type particulier, nul. Et en même temps, c'est le même contenu. Vraiment différent. Je ne peux pas faire strnb est égal à undefined. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est une propriété, mais ce n'est pas une valeur. Dans ce cas-ci, nul est considéré comme étant une valeur. C'est une primitive qui est bien spécifique dans l'environnement JavaScript et on ne peut pas comme ça les interchanger. Encore une fois, dépendamment des situations, il peut être préférable d'utiliser l'un ou l'autre. Bon, maintenant, passons à une prochaine chose. Si je veux maintenant vérifier si ce qui est à l'intérieur de notre système ici, donc en termes, je vais remettre ici, si vous permettez, ceci, comme cela, et je vais enlever ceci, mais en fait, je vais peut-être le garder. Si je veux maintenant vérifier si c'est un nombre que j'ai mis à l'intérieur, okay, alors, on peut faire deux, trois petites affaires qui sont intéressantes. Premièrement, je peux faire une comparaison stricte, c'est-à-dire, je peux arriver et dire, est-ce que int nb est égal à strnb? Alors, regardez bien ce que je peux faire ici. Donc, si int nb est égal à int nb est égal à strnb. Alors, donc, si on fait quelque chose comme ça, on se souvient de ce qu'on a fait tantôt. Donc, ici, le système va me dire si c'est correct, mais dans le sens, si, est-ce que l'I est égal? OK, dans ce cas-ci, est-ce que strnb est égal à intnb? Le système devrait me dire dans ce cas-ci comme quoi que c'est fonctionnel, parce que, effectivement, il n'y a pas une stricte égalité. OK? Maintenant, si je veux faire quelque chose, par exemple, puis quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je le mets comme ça ici, le système va me dire c'est pas correct. Encore une fois, le contexte de comprendre la différence qu'il y a entre une double égalité et une triple égalité. Est-ce que présentement strnb est égal à intnb? OK? Oui, c'est égal. Donc, dans ce cas-ci, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est pas correct. On aurait dû le mettre dans l'autre sens pour comprendre ça ici. Donc, dans ce cas-ci, il y a égalité. OK? Parce que le système va pas faire la distinction entre le mode texte et le mode entier qu'on a défini en haut ici.
OK? Mais ici, si je mets une triple égalité, OK? Donc, est-ce qu'il est en contexte de type et en contexte de valeur? Non. Alors, automatiquement, ici, ça en va dans le else. C'est correct. Ce qui, entre guillemets, pourrait signifier c'est pas correct. Bon, OK. Alors, j'espère que vous comprenez un petit peu le principe ici. Je vais juste m'assurer que c'est bien compris. Donc, ici, si je mets égal, égal, donc des valeurs, donc c'est des valeurs ici qui sont identiques, mais pas nécessairement du même type. Puis ici, si vous permettez, je vais enlever le else. Je ne vais rien mettre du tout ici pour être sûr qu'on se comprenne bien. D'accord? Donc, c'est des valeurs identiques. Est-ce que c'est vrai? C'est des valeurs identiques. Maintenant, ici, si je mets une triple égalité, OK, c'est des valeurs identiques, mais dans ce cas-ci, je vais mettre, dans ce cas-ci, c'est des valeurs identiques, mais des types différents. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Donc, si strnb est égal à intnb, c'est des valeurs identiques, mais dans ce cas-ci, on est d'accord que ce n'est pas le même type. Alors, donc, je devrais m'en aller, évidemment, de l'autre côté, valeurs identiques, mais de type différent. Puis, juste pour être sûr que vous comprenez bien ce que je veux dire, j'enlève le moins 0. Donc, les deux ici sont égaux, right? Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Alors, évidemment, il va me dire comme quoi c'est des valeurs identiques. Donc, je prouve mon point. Si je voulais vérifier maintenant si int nb était, par exemple, vraiment un nombre, voici ce qui serait possible de faire. Je pourrais arriver et faire la chose suivante. Je m'en vais ici, comme ceci, et je vais utiliser une fonction ici qui s'appelle isNotANumber. IsNotANumber, et je vais vérifier ici int nb. Alors, ici, évidemment, ici, je pourrais mettre si ce n'est pas un nombre. OK? Alors, regardez bien, je vais mettre si pas un nombre. Puis ici, on pourrait mettre si est un nombre. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Alors, je mets quelque chose comme 5. Oups, j'ai fait une petite erreur. Voyons voir ici. Message est égal à nombre. Is not a number. Ouais, il y a deux façons de le faire ici. Je vais vous montrer les deux méthodes. Évidemment, ça serait peut-être intéressant de mettre is plutôt que in. Alors, je m'en vais ici. Is not a number. Ça ne serait peut-être pas une méchante idée d'ajouter ici une autre parenthèse. OK, alors donc, on va vérifier ici. Is not a number. On le voit ici comme ça. Alors, voyons voir ici. Je m'en vais ici. Je clique ici. Est un nombre, ça me semble logique. Maintenant, si je mets quelque chose comme ceci, n'est pas un nombre, encore une fois, c'est correct. Si je rajoute ici avec un 4, c'est pas un nombre. Si je mets 4 avec quelque chose, pas un nombre parce qu'on n'a pas fait de transtypage. Encore une fois, ici, faire attention entre 4.2, OK, qui est un nombre, mais 4,2, qui n'est pas un nombre. OK, alors, donc ça, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de voir comment il est possible de passer à travers cette problématique-là, mais essentiellement de comprendre que pour le moment, okay, on est poigné avec la problématique du point versus la virgule comme séparateur décimal. Bon, OK, alors donc, is not a number. Vous auriez pu faire aussi la chose suivante, égale à true. OK, donc ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu fonctionner. Il n'y aurait pas eu de changement majeur sur ça ici. Vous auriez pu faire aussi la chose suivante. OK, est différent de true. Il y a plusieurs façons d'y arriver, d'accord? Donc, mais ce qui est important de savoir, si vous vous sentiez à l'aise avec une autre façon, d'une façon ou une autre. Évidemment, c'est sûr que si vous faites ça comme ça, il faut changer les messages en conséquence. Donc, encore une fois ici, non, ça ne marche pas. Donc, parce qu'il faut changer les messages de place. Donc, simplement mentionner, habituellement, je préfère faire ça de même. OK, puis généralement, ça ne cause pas trop de difficultés. Maintenant, ceci est un if bien ordinaire. Alors, évidemment, c'est sûr qu'ici, à l'intérieur, je pourrais faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire, bon, c'est pas un nombre. On peut faire ce qu'on appelle de l'imbrication. Alors, imbrication, ce que ça signifie, puis ça, on peut faire beaucoup d'imbrications. En fait, essentiellement, dans les structures algorithmiques, il y a beaucoup d'imbrications, que ce soit des structures de décision, dans des structures itératives, etc. Donc, c'est le principe de base, en fait, de l'algorithmie, c'est de mettre des blocs, okay, d'instructions à l'intérieur de différentes structures.
Je pourrais faire la chose suivante si je le voulais. Alors, imaginons qu'ici, j'ai véritablement bien défini comme quoi c'est pas un nombre ou quoi que ce soit, donc j'envoie un message. Et là, ici, ce que je vais faire autre chose. OK? Donc, je peux partir d'une autre structure ici, OK, dans laquelle ici, je pourrais mentionner if, par exemple, int nb, sachant maintenant qu'on sait que c'est un nombre, OK, est plus grand que 100. OK? Alors ici, je vais juste amener ça ici comme ceci. Et je pourrais dire ici, est un grand nombre. Mettons. Est un grand nombre. Alors, évidemment, c'est sûr qu'ici, je ne vais pas aller plus loin, mais simplement comprendre que j'ai mis un if à l'intérieur d'un else. J'aurais pu mettre ici un if. OK? À l'intérieur de ça ici, toutes les possibilités sont là, dépendamment évidemment de la manière que vous voulez travailler votre algorithme. Ici, vous pourriez, par exemple, faire un if dans lequel vous voulez vérifier si c'est une chaîne vide, par exemple, ou s'il y a du texte qui a été rentré. Donc, on pourrait faire ça à l'intérieur du if ici. Mais c'est dans le else que j'ai décidé de mettre ici donc une autre comparaison, une autre structure de décision. Alors, donc, si ici int nb est plus grand que 100, est-ce que c'est un grand nombre? Alors, voyons voir ici, je mets 105. On voit qu'effectivement, encore une fois, j'ai fait une petite erreur. Voyons voir où est-ce que j'ai fait mon erreur ici. Je vais finir par m'habituer. Bon, OK, alors allons-y. F10, je mets 105 ici. Et effectivement, c'est un grand nombre. Si je mets par exemple, je sais pas, blablabla, c'est pas un nombre, mais évidemment, la problématique, si je mets 5 par exemple, ben, il n'y a rien que ça va donner, parce qu'effectivement, je n'ai pas défini la situation. Je pourrais par exemple faire la chose suivante ici. Regardez bien. Et là, c'est là que je vais vous faire voir la différence entre une imbrication et aussi des structures de décision qui sont séquentielles. Je pourrais très bien faire la chose suivante ici. If, comme ceci. Et là, cette fois-ci, je vais dire, par exemple, if si nt, donc nb, modulo 2, excusez-moi, modulo 2, est égal à 0, alors ici, je vais lui spécifier tout simplement que c'est un nombre pair. C'est un nombre pair. OK, alors c'est un grand nombre. Alors voyons voir ici ce que ça va donner. Puis regardez ce que je vais mettre ici. Je vais mettre plus égal. Et ici, je vais mettre et est un grand nombre. On sait comprendre ce qui va se passer ici. Donc, c'est un grand nombre, puis c'est un grand nombre et est un nombre pair. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Alors, je mets ici un 4. Donc, il va me donner et est un nombre pair. Mais si je mets 104 ici, il va me donner c'est un grand nombre et un nombre pair. Bon, il y aura tous les contextes pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas le et est un nombre et 1. On pourrait peut-être le mettre ici ailleurs, ça serait peut-être plus logique. Donc, comme ceci, et est, parce que vous voyez venir qu'est-ce qui va se passer. Voyez-vous, c'est séquentiel ici. Alors donc, ici, je pourrais faire la même chose, puis cette fois-ci, y aller de la façon suivante. Si c'est égal à 1, oups, c'est égal à 1 ici, alors c'est un nombre impair. Alors, voyons voir ce qui va se passer ici. Je n'ai pas fait d'erreur, non, est un nombre impair. Alors, voyons voir ici. Alors, je rentre ici 5, est un nombre impair. Si je mets 105, c'est un grand nombre et un nombre impair. C'est génial, c'est ce que je veux. En fait, dans cette structure-là, je peux comme ça ajouter. Ce qui est important de savoir cependant, c'est que je voulais, par exemple, ne pas prendre en considération les nombres qui sont grands. J'aurais l'obligation ici de dire donc, je refuse cette entrée-là. Alors, je pourrais effectivement faire la chose suivante ici. Je pluguerai un else là. Et je mettrai tout ça à l'intérieur ici, comme ceci. Alors, donc, j'oblige en fait mon utilisateur, par exemple, à rentrer un nombre un peu plus petit. On va enlever les espaces qui sont trop ici. OK, alors voyons voir ce que ça donnerait ici. Donc, ici, si je m'en vais vers quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas un nombre, je veux le spécifier ici. Sinon, alors je m'en vais ici, si c'est un grand nombre, un trop grand nombre, je lui spécifie ici. Et là, dans ce cas-ci, évidemment, c'est un grand nombre. Refusé. Refusé.
OK? Sinon, là, on embarque avec le contexte de dire c'est un nombre pair ou impair. Voyons voir ce qui se passe ici. Donc, je m'en vais ici, je clique ici, c'est un nombre impair. Yeah, ça marche. 4, c'est un nombre pair, ça marche. Blablabla, bla, bla. C'est pas un nombre. Et ici, si je mets 101, évidemment, c'est un grand nombre. Évidemment, vous conviendrez ici que si je mets 100, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce que j'ai mis ce qui est plus grand que. Si je voulais spécifier que 100 n'est pas inclus, il faudrait que je mette plus grand ou égal. Dans ce temps-là, évidemment, ici, le système me dirait comme quoi un nombre à plus de 2 digits est refusé. Okay? Alors donc, c'est pendant comprendre qu'il est possible de faire ce genre de truc-là. Les if, ça fait partie des contextes algorithmiques. Vous allez avoir énormément utilisé ça, que ce soit pour vérifier si les variables sont légitimes ou non, s'ils ont été bien entrés par l'utilisateur ou pour n'importe quelle raison. C'est quelque chose qui est très, très, très utilisé. Une autre structure qui est très utilisée, c'est le switch. La meilleure façon de faire comprendre la différence entre les deux est la suivante. C'est que si vous êtes dans un contexte, par exemple, de if, c'est un peu comme si vous vous trouviez devant une seule porte. Est-ce que j'entre ou j'entre pas? OK? Alors donc, si j'entre, OK, alors je m'en vais de l'autre côté. Sinon, ben, peut-être que j'ai une autre porte à côté, mais essentiellement, c'est une porte. Est-ce que j'entre ou j'entre pas? Dans une switch, considérez comme si c'était beaucoup de portes. Donc, j'ai le choix entre différentes portes et je vais pouvoir donc faire quelque chose en conséquence de ce choix-là. Voici comment fonctionne la switch. Première chose qui est importante ici, pour un moment, si vous permettez, je vais me libérer de tout ça et je m'en vais de la façon suivante ici. Il y a deux façons de l'utiliser. Alors, switch ici, comme ceci et comme ceci. OK? Donc, au départ, ici, c'est toujours le même principe. C'est un principe où est-ce que je veux mettre quelque chose ici. Maintenant, il y a deux choses qu'on peut faire. La première ici, c'est que généralement, c'est que je demande dans la switch quelle est la variable, qu'est-ce que je veux faire avec cette variable-là, en fait. Alors, regardez bien, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. Je vais mettre ici int nb. OK? Alors, donc ici, switch int nb. Je veux faire une décision basée sur ce qui s'en vient. Alors, voyons voir ici. Je pourrais arriver et lui dire, dans le cas où est-ce que int nb est égal, par exemple, à 5, alors, fais telle chose. Donc, par exemple, je pourrais lui dire, bon, je ne sais pas, moi, le message va être égal ici à ce nombre est invalide. OK? Alors, dans un contexte où est-ce que je pourrais donner uniquement, en fait, 5 choix et c'est tout. Alors, vous conviendrez évidemment que je vais être obligé de faire pour case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Ce serait peut-être plus intelligent si on faisait un autre exemple. Prenez par exemple la chose suivante. On va le changer plutôt de cette façon-ci. Je vais me placer sur strnb. OK? Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Alors ici, je vais mettre dans le cas où est-ce que c'est ici allô. Alors ici, je vais mettre ça en français. Et regardez bien ce que je vais mettre ici. C'est important de le faire. Je vais mettre ce qu'on appelle une structure avec un break. Un break, ce que ça signifie, en d'autres mots, c'est arrête là. OK? On passe à autre chose. On sort carrément de la switch en question. Maintenant, encore une fois, si vous permettez, je vais faire ça rapidement. Alors ici, je vais mettre, évidemment, pour le fun ici, ciao. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Je vais mettre italien ici. OK. Ici, je vais mettre hello. Ici, je vais mettre anglais. OK. Et important, dans les structures switch, tentez toujours de prévoir ce qu'on appelle un default. Un default, ça veut dire s'il n'a pas rencontré toutes les portes, ben, il faut qu'il sorte quelque part. D'accord? Dans ce cas-ci, si je vais mettre message est égal langue inconnue. Langue inconnue. Et je n'ai pas besoin de mettre de break parce que je suis rendu à la fin. Langue inconnue. Donc, essayez toujours de prévoir un default. Par défaut, en d'autres mots, s'il n'a pas rencontré les choix précédents, bang, on sort de là, on fait autre chose. OK? Alors donc ici, je n'ai pas mis de default, tout est beau, voyons voir, ça me semble correct. Alors évidemment ici, on ne mettra pas le 5 là, et on y va ici comme ça. Alors j'entre ici, par exemple, ici, allô. Alors, je vais cliquer ici, et encore une fois, j'ai fait une petite erreur. Voyons voir où est-ce que j'ai fait mon erreur.
Ben oui, évident. Celle-là, je pense qu'elle est trop. Hein. Alors donc ici, j'en ai une ici qui va fermer ici, mais c'est ici que je veux fermer en fait ma fonction. Alors ici, on va enlever ça. Et voilà. Alors voyons voir ici si ça fonctionne. Pas trop fait d'erreur, mais vous voyez, de toute façon, encore une fois, c'est déjà expliqué. Processus d'erreur, c'est quelque chose qui se fait couramment en programmation. C'est bien rare qu'on réussisse à faire un code la première fois qui fonctionne. Donc, il faut prendre le temps, il faut utiliser le débugger, il faut vérifier notre code, s'assurer si c'est fonctionnel. Bon, parce que là, cette fois-ci, ça fonctionne. Allô? Ouais, ça marche. Alors, ciao. Ciao, bella. Italien. Et maintenant, si on met ici hello, et voilà. Et si je mets brum tigidum, langue inconnue. OK, alors donc, notre système est fonctionnel et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. La switch, dans ce genre de circonstances-là, lorsque ce n'est pas des nombres, OK, est très, très utilisée de cette façon-ci. OK? Quand c'est des nombres, oui, ça se fait, parce qu'effectivement, on peut faire switch de 1, switch de 2, switch de 3, switch de 4, mais il y a une autre méthode lorsque il y a beaucoup de possibilités, si on veut faire des comparatifs plus grands que, plus petits que, il y a une autre façon d'utiliser la switch. Et je vous la présente. Alors, regardez bien ici. Alors ici, je vais m'en aller, puis je vais faire la chose suivante ici. Donc ici, je vais mettre true. Alors, ce que j'essaie de faire avec ça, c'est que je vais lui dire ici, si dans la condition où est-ce que la première fois, dans tous les cas qui vont être plus bas, quand tu vas rencontrer quelque chose pour lequel c'est vrai, parfait, tu break, tu sors de là, on a fait notre job. OK? Alors donc, ce qui est important aussi, évidemment, dans ce contexte séquentiel-là, un peu comme on a vu précédemment avec les if, c'est que si on travaille avec un contexte séquentiel, assurez-vous que votre séquence est correcte. Parce que sinon, effectivement, vous allez avoir du trouble. Alors, exemple ici, je vais mettre ici un peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, case ici, true. Et là, j'ai mon int_b ici qui est encore valide. Parfait. Donc, int_b modulo 2 égale à 0 est égal à 0. Je vais enlever les guillemets ici et je vais mettre ici pair. On va tout enlever ça pour le moment, comme ceci. Donc, case ici, modulo 2 égale à 0, donc une coupe d'erreur ici, donc int_b modulo 2 égale à 0, alors je veux que ça soit pair, sinon pour le moment on va garder le default, on va mettre simplement je ne sais pas. Bon, voyons voir si ça fonctionne, donc je vais simplement rentrer ici un chiffre 4, et c'est pair, si je mets 3, je ne sais pas. Parfait, c'est ce que je veux. Donc, case ici, int_b modulo 2. Allons-y vers le prochain. Donc, ici, évidemment, vous me voyez venir. On va y aller avec maintenant ici, modulo 1. Modulo 2 est égal à 1. Donc, évidemment, ici, c'est impair. Donc, on voit évidemment la syntaxe, comment ça se présente. Alors, je clique ici, pair parce que je n'ai pas rien mis, donc c'est 0. Mais si je mets évidemment ici 5, il va me donner impair. Et si je mets évidemment 4 ici, il va me donner pair. C'est parfait. Voyons voir si à quel point on pourrait faire des trucs qui sont amusants avec ça. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je peux m'en aller ici. Une bonne façon de vérifier si vous avez rentré un entier ou un réel. Je vais juste recopier ici pour avoir ma structure. Ça évite souvent des erreurs. Donc ici, voici la comparaison que je vais faire. Je vais mettre ici int_b modulo 1 est égal à 0. En fait, je vais dire pas égal à 0, je vais mettre différent de 0. Donc, je vais faire un modulo divisé par 1. S'il y a un restant dans cette division-là. Donc, s'il y a un restant dans cette division-là, c'est un réel. Alors, voyons voir si c'est vrai. Donc, on s'entend que le modulo, qu'est-ce que c'est? C'est toujours, en fait, le restant d'une division. Parce que si je divise par 1. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ici, modulo 2 est différent de 0. Alors, voyons voir ici. Je rentre mon 4, yeah. Je rentre mon 3, yeah. Et je rentre ici 3.1 réel. Yeah, c'est fonctionnel. Donc, j'ai trouvé une méthode pour justement vérifier si mon entrée est un entier ou non. Donc, je pourrais mettre un if. Hein? Je peux mettre un if à l'intérieur d'un case ici. Là.
OK? Je pourrais faire un paquet de choses là-dedans. Là. OK? C'est possible. Encore une fois, on peut mettre un if dans des cases. Donc, pas un if dans un switch, un if dans un case d'une switch. Mais je pourrais mettre aussi un switch dans un if. Je pourrais mettre un switch dans une switch. Ça aussi, c'est possible. Toutes les possibilités sont bonnes en autant évidemment que votre structure algorithmique est correcte. Bon, voyons voir ici maintenant. Je vais faire la même chose. Je vais reprendre mon copier-coller ici. Puis là, cette fois-ci, je vais m'en aller ici avec is, un peu comme on l'a fait tantôt, is not a number. Not a number. Je vais effacer ça ici. Puis ici, je vais mettre is not a number de int nb. Pardon? Donc, is not a number de int nb. Voyons voir si c'est fonctionnel. Donc, je veux savoir si j'ai rentré du texte ou non. Alors, voyez-vous, je suis un peu en amont. Hein? Donc, si je rentre quelque chose comme ceci, je devrais avoir quelque chose. Oups, j'ai fait une petite erreur ici. Évidemment, on va mettre du texte ici. Pardon. Alors, voyons voir ici, je rentre n'importe quoi. Tu devrais me dire comme quoi que c'est du texte. Ça ne devrait pas changer que si je mets 5 points ici, il me dit que c'est un réel. Et que si je mets 5 ici, il me dit comme quoi que c'est un chiffre impair. Tout ça, c'est correct. Mais voyez-vous, c'est important parce que si je mets ça en amont, un peu en bas, quoi que ce soit, il peut y avoir vraiment des implications qui sont importantes dans un contexte séquentiel comme ceci. N'oubliez pas, dès qu'il rencontre la première condition qui est vraie, lui, il sort. Là. Le break va lui dire, sors de là. Bon, OK, voyons voir si on peut faire quelque chose d'autre ici. Si vous permettez, je vais aller plus rapidement. Donc, encore une fois ici, case ici. Et là, cette fois-ci, je vais remplir ici, puis je vais mettre int nb. nb est égal, oups, int, case ici, int nb est égal à vide. Alors, dans ce temps-là, je vais dire simplement comme quoi que c'est vide. Mais on va voir, si je rentre rien du tout, il va me dire, oups, j'ai fait une petite erreur ici. Donc, a number ici, ok, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, ici, comme quoi que not a number, ce n'est pas, c'est du texte. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. Ici, je vais mettre que c'est vide. Bon, voyons voir. Je vais un petit peu trop vite là. Case int nb est égal à rien. Alors, c'est vide, not a number. Bon, ça devrait être correct. Donc, voyons voir ici. Je ne rentre rien du tout. C'est vide. Et ça ne m'empêche pas que si je rentre pour un petit guédoum, il va me donner du texte. Encore une fois, ma structure est correcte. Continuons avec un autre petit cas. Je peux m'en aller maintenant en faisant la chose suivante. Si int nb, encore une fois, je vais y aller plutôt comme ceci, case int nb est égal undefined. Undefined ici, non défini. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi que je réutiliserais ça dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui fait qu'à un moment donné, ma variable n'aurait pas été définie? Regardez bien. Si je fais la chose suivante ici, comme ceci, je déclare ici ma variable, mais elle n'est pas affectée. Et c'est plus bas ici que je l'affecte. Int nb est égal à telle chose. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il peut y arriver des circonstances pour lesquelles, à un moment donné, vous allez déclarer une variable, mais vous allez oublier de l'affecter. OK? Alors, regardez bien ici. Là, je vais faire exprès ici, puis je vais mettre ça ici comme étant une remarque. Donc, on s'entend qu'ici, int nb n'est pas affectée présentement. Et elle est non définie. Voyons voir si c'est vrai. Je m'en vais ici, et je ne fais rien du tout. Bang! Et pour prouver mon point, regardez, je vais mettre un 5 ici. Il n'y a rien qui va se passer de plus. Là. Pourquoi? Parce qu'en amont, OK, je n'ai pas déclaré ma variable. En fait, je ne l'ai pas affectée. Je l'ai déclarée, mais elle n'est pas affectée. Alors, dans ces circonstances-là, ce n'est pas une méchantité d'avoir ça pas trop loin. Donc, ici, encore une fois, non affecté, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Maintenant, si on s'en va ici, et on s'en va ici,
Là, évidemment, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, c'est vide. On va mettre quelque chose d'un peu plus comme ceci. C'est du texte. Si je fais 5.2, c'est un réel. Si je mets 5 ici, c'est un impair. Si je mets 4 ici, c'est pair. Alors donc, j'ai fait un petit programme pas mal opérationnel pour pouvoir faire justement des distinctions à l'intérieur des différentes entrées de texte. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser du CSS. Vous allez changer le style automatiquement si jamais, par exemple, l'utilisateur a oublié de faire une entrée. Il y a beaucoup de possibilités. Puis après ça, vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un if quelconque que si, par exemple, telle boîte est rouge, ben, tu ne peux pas aller plus loin. Okay? Il faut que tu entres les données à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine capsule, cependant. Alors, j'espère que vous avez fait j'ai fait un bon retour sur la matière considérant les structures de décision. Donc, ne pas oublier évidemment les structures if, la structure switch, les rôles qu'on peut jouer entre chacun. Il en existe une couple d'autres, entre autres les else if, mais c'est quelque chose pour montrer ultérieurement. Je préfère vous concentrer plus votre temps et votre apprentissage sur les deux premières techniques. Alors, sur ce, bonne pratique.